Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Donc autant apporter un peu de bonheur. Des gens qui ne sont pas comptabilisés dans la guerre, mais ils sont morts quand même. C'est les maladies chroniques, l'hémodialyse, c'est les autres maladies chroniques, le diabète, etc., qui ne sont pas du tout prises en charge. Donc leur état se dégrade et ils sont morts quand même. Donc il y a beaucoup plus de morts par maladie qui ne devaient pas l'être que par la guerre elle-même. Aussi, il y a les maladies, maintenant, troisième catégorie des maladies, c'est les maladies qui sont inventées par la guerre, parce que la guerre, elle apporte beaucoup de mal, mais elle apporte aussi des maladies. Et la maladie de la guerre, c'est la pauvreté, la promiscuité, la sous-alimentation, le problème des femmes qui accouchent, et les enfants qui rattrapent des maladies contagieuses, les bronchiolites, et il y a un taux de mortalité très important aussi parmi eux, dû simplement aux pathologies qui sont nées à cause de la guerre. Donc, si on comptabilise tout ce monde-là, à mon avis, il faut multiplier le chiffre de morts officiels par 3 ou par 4. On a aussi sélectionné aux urgences, on a sélectionné qui ont réanimé et qui ont laissé mourir sur un brancard ou par terre sur le côté. Donc il faut parler de ces victimes indirectes, puisque ce monde de fous n'entend pas que les victimes directes soient des victimes. Il faut parler des victimes indirectes, il faut parler du manque de moyens, il faut parler des soignants aussi qui sont en deuil, qui font ce qu'ils peuvent, mais ils sont eux-mêmes en deuil. Ils ont tous perdu quelque chose. Au minimum, leur maison. Au minimum. Leur voiture, leur maison, leur train de vie, leur argent, tout ça. Et ensuite, ils ont perdu des collègues, c'est-à-dire qu'en réanimation, il y a les photos des collègues sur les murs. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu leur voisinage, ils ont tout perdu. Et ils soignent quand même. Voilà, donc il faut parler de tout ça. Ce qui était le plus désolant, moi je trouve, c'est le regard des enfants. Les enfants qu'ils attendent d'être consolés, d'être rassurés, d'être d'une protection, d'une présence des adultes. Là où les adultes ne peuvent pas la donner. Ça, c'était très désolant. Et on le voit autour de nous. Ces enfants perdus. Les enfants à Gaza, ils savent ce que c'est le bruit du F-35. Ils arrivent à faire la différence avec le F-16. Ils arrivent à faire la différence avec les missiles ou un tir de tank. Et ils arrivent à déterminer la distance. Parce que nous, en fait, quand on entendait un bruit, eh ben, ça résonnait fort au bloc opératoire. On avait en fait même les murs. Après, on s'est habitué, comme il a dit mon collègue, on s'est habitué à ces murs qui vibrent là comme ça. Et eux, ils sont calmes, ils disent non, t'inquiète pas, c'est à 600 mètres. T'inquiète pas. Ben, je sais pas par quel moyen ils arrivent à le faire. Mais on dirait qu'ils ont une expertise par rapport au bruit. En fait, en fonction du bruit, ils savent ce que c'est et à quelle distance. Et ça m'a impressionné, quoi. Enfin, c'est-à-dire que de voir des enfants qui parlent de ça. Je me pose aussi la question de savoir quels adultes vont-ils devenir quand leur enfance aura été bercée, bien sûr, par tout ça, mais aussi par les images que moi j'ai en tête, où ils entraient beaucoup au déchocage, parce qu'ils ont dû comprendre que cette pièce, on était toujours un peu très occupés. Et ils entraient et puis passaient entre les cadavres ou les personnes en train d'être réanimées ou des personnes qui n'allaient pas bien pour essayer d'attraper des gants, faire des ballons, essayer d'attraper des seringues et jouer avec l'eau dehors, l'eau de pluie. Donc ces enfants vont se souvenir quand même et qu'ils ont joué au milieu de morts. J'ai très peur pour leur développement psychologique. Quand tout ça sera fini, parce que tout ça se terminera, comment vont-ils grandir? Qu'est-ce qu'ils vont garder comme séquelles psychologiques? Il y a beaucoup de patients qui doivent revenir au bloc opératoire pour les changements de pansement qui ne peuvent se faire que sous anesthésie générale. Donc on est obligé de les endormir parce que c'est des pansements en fait qui sont très très douloureux. Et ça, c'est tous les 48 heures et même avec les pansements, les changements de pansement toutes les 48 heures, eh ben on arrive à avoir quand même en fait beaucoup d'infections et du coup après on est obligé, par exemple pour les amputés,
de monter un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la mi-jambe, après on passe à la mi-cuisse parce qu'en fait le moignon il est infecté. Et ça c'est un vrai problème, l'infection qui existe là-bas. Il faudrait faire quelque chose pour cet hôpital et les autres d'ailleurs, et ensuite et d'abord aussi, surtout pour les enfants qui sont dans un état physique et psychologique catastrophique, mais qui ne les empêche pas d'être adorables. C'est-à-dire qu'au moment du départ, quand on montait dans les minibus, une petite fille m'offre un bracelet. Je lui dis non, tu en as peut-être plus besoin que moi. Elle m'offre le bracelet et me demande de faire un message pour ma fille en me disant c'est pour ta fille. Elle avait retenu le prénom de ma fille et elle a fait une petite vidéo. Elle dit Maïssa, je t'offre ce bracelet, garde-le précieusement, tu me le rendras quand vous aurez le droit de revenir. Ça c'est un message pour Maïssa. مايسة أنا تعرفت عليك من أمك نفسي كثير ألعب معك إن شاء الله بشوفك في المستقبل باي. Elle a dit qu'elle te connaît beaucoup grâce à moi, que j'ai beaucoup parlé de toi et qu'elle espère te rencontrer très vite. Bye. Donc moi, tous ces enfants-là, à un moment donné, ce monde doit ouvrir les yeux et se dire ok, il se passe ce qui se passe. Moi, je n'ai pas les compétences politiques ou autres pour en discuter, mais il y a des enfants. Ça devrait être la limite de tout être humain, en fait. Comment est-ce qu'on peut douter de l'innocence d'un enfant ? سلام على قاهرين العدا سلام على غزة الصامدين سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوفا يا مهدي يا وعدنا الصالح